tous, bienvenue sur ce numéro spécial de Rencontre économique. Aujourd'hui, on va développer notre émission L'avocat du diable, où je vais jouer un rôle qui me sied, dit-on, à merveille, à savoir de me porter, être représentant des questions, comme si j'étais l'avocat du diable, pour aller chercher un petit peu des informations. Aujourd'hui, on va travailler sur une notion qui est très demandée par nos adhérents, c'est la notion du rapport au travail, les changements de paradigme du rapport au travail et comment nous, TPE, PME, nous pouvons faire face à ces changements, être acteurs de ces changements-là plutôt que de les subir. En quoi les différentes approches managériales peuvent influer sur ces modifications? Est-ce que la formation est un élément de réponse? Et aujourd'hui, avec moi, Jean-François Soum, qui est administrateur de la CPME 31 et qui est un grand professionnel du métier qui aura l'occasion de détailler tous ces éléments-là, et Francis Larue, également administrateur de la CPME 31 et par ailleurs vice-président de l'OPCO-EP et trésorier de Transition Pro, mais je vais lui laisser la parole bien assez vite. Alors, pour commencer rapidement, Jean-François, nos adhérents et les entreprises avec qui nous sommes en contact insistent sur les difficultés auxquelles ils font face. Alors, il y a des difficultés les plus visibles, celles de plus court terme, dans le traitement du travail à distance ou du télétravail, dans les difficultés qu'ils ont à mobiliser des équipes qui sont parfois effrayées par tout l'aspect sanitaire et pour lequel nos entreprises n'ont pas toujours été préparées. Comment, déjà, toi, tu appréhendes un petit peu cet élément-là au regard des remontées que nous avons? Bon, moi, par habitude, d'abord, j'ai tendance à essayer de définir les mots et qu'est-ce qu'ils veulent dire pour l'ensemble des interlocuteurs, qu'ils soient des chefs d'entreprise ou des salariés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de quoi on parle quand on parle de travail et de quoi on parle quand on parle de télétravail. Qu'il soit forcé d'ailleurs par une pandémie ou une crise sanitaire ou autre, hein, ou par une décision d'un dirigeant ou négocié dans l'entreprise. Donc déjà, le travail pose une première question, c'est est-ce que le travail il a été clairement défini dans l'entreprise entre les salariés et le chef d'entreprise. De quoi on parle quand on dit tu dois faire ce travail? Est-ce qu'il a été correctement défini, normé, expliqué à tout le monde? Donc déjà, il y a plein d'écarts qui se font entre la notion de travail à réaliser lui-même. Donc on pourrait on va dire, accumuler les bulles entre le travail tel qu'il est demandé, tel qu'il est fait, tel qu'il est prescrit, tel qu'il est compris par quelqu'un ou tel qu'il devrait être fait. Donc on a toutes ces bulles-là qui sont un peu magma là, et qui posent tous les problèmes liés aux organisations qu'on rencontre en général. Là-dessus vient comment c'est managé tout ça, comment on fait en sorte que ça se juxtapose. C'est différentes compréhensions du travail. Et donc, quand on a déjà commencé à définir le travail, c'est un travail, c'est une activité inlassable, hein, de définir le mieux possible le travail qui est à réaliser, pour qu'il soit évalué, suivi, qu'il atteigne les résultats ou les objectifs. Donc déjà, c'est une première question hein, qu'on peut poser. Est-ce que le travail, déjà, il est partagé? Conscience déjà que ce type de questions-là, peu d'entrepreneurs ont la chance, l'opportunité, voire même la volonté de se la poser. 95% des entreprises en Occitanie ont moins de 10 salariés. Les recrutements ou les équipes qui se sont montées l'ont été sur le tas, si j'ose dire. C'est-à-dire, on commence une activité seule, puis on prend quelqu'un, puis ensuite on prend une deuxième, troisième. Là, on s'aperçoit vite qu'il faut un petit peu manager ça, donc on prend quelqu'un, donc ça serait le métier, enfin, etc., etc. Et à aucun moment, en réalité, on a eu trop l'occasion de se poser ce type de questions. Je sais parfaitement que tu en as conscience, mais c'est un véritable sujet, ça, parce que les questions que tu te poses là, peut-être qu'aussi on a, d'une part, pas le temps de se les poser, même si c'est regrettable, et j'espère que tu vas le démontrer pourquoi. Et deuxièmement, est-ce qu'on y a un intérêt à court terme, ne serait-ce que financier, organisationnel, de productivité? J'ai peur d'être théorique ou consultant et je ne suis pas là en donneur de leçons parce que moi j'ai une entreprise et j'ai ces problèmes-là. Donc je fais pas, là je reste humble. Simplement, si on continue à poursuivre cette discussion-là, c'est qu'elle se pose, c'est pas de la rhétorique ou de la théorie. En fait, c'est tout le temps, c'est tous les jours que en fait on se pose cette question-là. On a à manager les activités, on a réalisé des tâches le mieux possible avec le moins de rebut ou le moins d'erreurs
erreurs possibles. Donc, ce n'est pas théorique, en fait. On ne se le pose pas consciemment, mais moi, j'ai tendance à amener les dirigeants, quand on discute avec eux, à la CPME ou dans mes activités, à se poser cette question-là. Parce qu'à un moment donné, et plus il y a de monde dans l'entreprise, et si on veut reproduire la même tâche de la même façon, on a intérêt de la décrire le mieux possible. On parlera de formation, que la personne soit formée pour atteindre les compétences qu'on a besoin pour atteindre le travail qu'on souhaite. Donc, ce n'est pas juste de la théorie, c'est qu'on le fait, comme tu dis souvent, toi, à M. Jourdain, quoi. Voilà. Donc, on fait de l'ajustement en permanence sur qu'est-ce que c'est le travail et comment on doit l'adapter. Justement, si on est en difficulté de le définir en temps normal, quand on est dans du présentiel, si j'ose dire, comment on arrive à l'atteindre dans le cadre d'un télétravail, en réalité? Alors, le télétravail, tu as demandé à ce qu'on travaille sur ces sujets-là. C'est quoi le télétravail, en fait? Mais dans les réflexions ou les différentes interviews qu'on a pu mener, le télétravail n'est rien d'autre, en tout cas pour l'instant, je vais provoquer, mais qu'une forme du travail. C'est juste un travail fait ailleurs par d'autres personnes ou par la même personne avec des outils et à distance. Donc d'abord, tout le monde ne peut pas faire du télétravail, tout n'est pas télétravaillable, mais tout ce qui peut être fait à distance peut l'être fait ailleurs, dans un autre lieu ou dans un autre temps. Donc quand on réfléchit à ça, qu'on parle de travail ou de télétravail, c'est la même question qui va se poser. C'est juste qu'à distance, on va avoir des nouvelles problématiques qu'on n'a pas eu beaucoup à gérer ou qu'on ne gérait pas de façon constante. On le fait pour des commerciaux, par exemple. On sait gérer des commerciaux, des flottes à distance et on a eu à discuter comment on gère à distance. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'activités se mêlent et vont être à gérer à distance. Donc ça se pose de façon plus évidente aujourd'hui, on a plus à y réfléchir. Mais en fait, on a à gérer du travail à distance. Donc, comment je suis un travail, est-ce que ce travail-là, il est bien fait? Justement, quand on en discute avec les entreprises, Francis serait pas mal que j'ai ton retour là-dessus, quand on en discute avec nos entreprises, elles nous disent structurellement, m'étant jamais véritablement posé la question sur la notion du travail et de comment je le définis, finalement, je l'envisageais de manière quantitative. C'est-à-dire, j'ai un collaborateur, il fait 35 heures par semaine ou en temps modulé parce que ma clientèle m'impose cela. Ce n'est même pas à la limite quelque chose qui est structuré en amont. Et donc, quand je l'ai sous les yeux, ou en tout cas quand j'ai dans le bureau d'à côté, mon interaction immédiate avec lui, ou mes échanges avec lui ou avec eux, m'empêchent de me poser d'autres questions que celles, il y a une tâche à faire, on y répond, envoie-moi la suivante. Dès lors qu'on rentre dans une démarche de télétravail, on passe sur un paradigme plutôt peut-être, je dis bien peut-être, qualitatif. C'est-à-dire qu'on n'a plus la personne sous les yeux, si j'ose dire. Et donc, on doit vite switcher sur une démarche plus orientée projet. C'est-à-dire, je ne sais pas véritablement le temps que tu as accordé à telle ou telle tâche. Donc, il a fallu qu'en amont, le dirigeant ou le donneur d'ordre arrive à structurer les éléments et s'oriente plus sur une démarche de projet. C'est-à-dire, les questions ne sont plus est-ce que tu étais là de telle heure à telle heure, est-ce que tu as bien produit les tâches qui nous sont arrivées, mais plutôt est-ce que tu as mis en œuvre les projets, est-ce que tu t'es aggloméré avec les autres personnes pour voir au bout de ce projet. Ce qui, qu'on le veuille ou non, demande un changement fondamental de paradigme dans le rapport au travail. Est-ce que ça, c'est quelque chose, au regard de ton expérience, Francis, et du fait que depuis un grand nombre d'années, tu baignes justement dans ce milieu de la formation, est-ce que tu penses que c'est un élément qui est structurellement lié à la petite taille de l'entreprise, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'appuyer sur de la formation, et de l'évolution, du perfectionnement? Alors déjà, premièrement, effectivement, on parle bien sûr des petites et moyennes entreprises, donc des moins de 50 salariés, puisque vous savez que je suis vice-président de l'OPCO EP Occitanie et qu'on gère particulièrement les entreprises de moins de 50 salariés. J'en parlerai après. Mais je voudrais répondre à cette question. Cette question, elle est primordiale pour les chefs d'entreprise. Il faut savoir quand même qu'un chef d'entreprise qui a 10 salariés aujourd'hui, qui se retrouve avec 20% ou 30% de ses salariés en télétravail, il y a un manque réel. Parce que physiquement, on ne les a pas sur place, donc on ne peut pas s'exprimer de la même façon, et on se sent en tant que chef d'entreprise, pour le coup, là je mets du côté chef d'entreprise un peu seul. On a besoin quand même d'avoir ce contact avec ses salariés, parce qu'on a besoin aussi d'avoir leurs idées, de pouvoir échanger sur un certain nombre de choses. Donc le télétravail, pour moi, pour les TPE, PME, PMI, pour moi, me paraît assez difficile. Et là, il n'y a pas forcément de formation par rapport à ça.
Bien sûr qu'on peut gérer des dossiers à distance, hein, comme tu le disais tout à fait justement. On peut gérer particulièrement des commerciaux. On peut gérer des assistants comptables, on peut gérer même des assistants d'une façon générale. Mais comment faire pour gérer, par exemple, quelqu'un qui s'occupe de planning de production, si tel est le cas, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut faire attention à manier avec beaucoup de précautions le télétravail dans les TPE, PME, PMI. C'est mon point de vue, hein, Jérôme. Former les gens par rapport au télétravail dans les TPE, PME, PMI, j'y crois pas beaucoup. Et ce n'est pas du tout, d'ailleurs, les actions qu'on compte mener pour l'avenir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, et on le voit bien aujourd'hui dans la dématérialisation particulièrement, de pouvoir utiliser beaucoup plus l'informatique dans les TPE, PME, PMI. Donc l'OPCO-EP va aider, met à disposition un certain nombre de formations à ce niveau-là. En conséquence de quoi, je pense qu'effectivement, si on va trop loin dans le télétravail, bien sûr que c'est, comme tu viens de le dire, Président, qualitatif, mais on va rater quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura plus de communication dans la vie de l'entreprise. Or, moi, qui suis un vieux de la vieille, hein, en tant que chef d'entreprise, on a besoin de ce contact avec nos salariés. On a besoin de se ressourcer en discutant avec nos propres salariés. À distance, c'est compliqué, on le voit bien. Quand on fait des visios, même des visios avec nos propres salariés à distance, on n'échange pas de la même façon. Et puis, on n'a pas cette même visibilité de la vie de l'entreprise. Or, vivre dans une entreprise, c'est avoir les bons et les mauvais moments. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas l'enlever. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent travailler en télétravail, mais je pense qu'il faut privilégier quand même le présentiel. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Ouais. C'est pour ça que tu es là, Francis. Ouais. L'idée, justement, Jean-François, il y a deux problématiques qui semblent ressortir quand on discute avec nos adhérents. Le premier, c'est est-ce que finalement, il n'y a pas d'autres modèles à mettre en œuvre? Puisque souvent, des chefs d'entreprise nous disent j'ai mis en place des machines à café virtuelles. Finalement, il n'a fait que, ou en l'occurrence c'était une femme, elle n'a fait que retransposer du physique sur du distanciel, si j'ose dire. Donc elle a essayé d'utiliser les mêmes ressorts, c'est-à-dire le blablatage de la machine à café dont on sait que c'est un élément important de cohésion dans l'entreprise. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres approches à avoir? C'est la première question. Et puis la deuxième, peut-être, c'est lorsque, par exemple, la ministre du Travail, pour les raisons sanitaires que l'on connaît et que l'on peut parfaitement comprendre, exige que l'ensemble des postes soient positionnés sur du télétravail. Finalement, en disant ça et en annonçant ça le jeudi ou le vendredi pour le lundi, est-ce qu'on n'acte pas le fait que, en fait, passer à distance ou passer en télétravail, c'est accepter l'augure d'une dégradation d'une part supportable par l'entreprise de la productivité ou de l'action des équipes? D'abord, il y a des choses comme tu es avocat du diable, que tu ne dois pas laisser passer. C'est quand il dit que c'est un vieux de la vieille, je ne sais pas. Enfin, bon. Maintenant, voilà, tu as raison. Au-delà de ça, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être tu l'as perçu de façon théorique, hein, mais ne pas définir le travail, c'est une des tâches qu'on devrait avoir à l'esprit tout le temps. Je reviens inlassablement là-dessus. Hein. Pourquoi éviter alors que c'est une des activités principales d'un chef d'entreprise, puisqu'il va avoir à piloter tous les écarts derrière. Donc autant qu'il passe un temps à préparer. Je suis plutôt un adepte de la préparation. Moi, voilà. Donc dans le même esprit, télétravailler à distance, comme il vient de le dire, c'est totalement différent. On ne télétravaille pas comme on travaille. D'ailleurs, tous les gens qui ont dû le faire de façon forcée à distance, ils ont perdu 30, 40, 50% de productivité et ils ont eu du mal à prouver que c'était du fait que le gars, il n'était pas devant son travail. Il y en a qui ont travaillé, mais ils sont moins performants. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a besoin d'interaction? Je ne me prononce pas là-dessus, mais ça ne se décrète pas. Ce n'est pas je décide et on fait. Voilà, donc ça devrait aussi se préparer. C'est pour ça qu'il y a des accords avec les salariés, hein, de dire on va télétravailler, comment on va le faire, combien de temps ça doit durer, combien de temps je te permets de télétravailler pour ne pas avoir à revenir. Et je suis d'accord avec Francis, c'est plus facile, entre guillemets, pour une grosse structure
que pour une petite. Perdre 20% de ses salariés en télétravail, quand on est 10, c'est pas la même chose que perdre quand on en a 1000. Ça ne veut pas dire que ça pose pas d'autres problématiques, c'est pas le sujet là, mais donc ça, pour moi, ça se décrète pas de dire vous pouvez passer comme ça facilement, puisqu'en fait on a l'impression ou l'illusion que ça sera la même chose. Mais ce ne sera pas la même chose. Le télétravail change la nature même du travail qu'on a à réaliser. Donc voilà une première façon de répondre à ce que tu dis. C'est pour revenir après sur l'autre aspect du quantitatif, du qualitatif. Ça ne s'oppose pas. Je passe d'un côté qualitatif à un côté quantitatif à qualitatif. Les deux sont nécessaires. On doit rendre une certaine quantité de travail. Sauf que quand elle n'a pas été préparée ou imaginée avant et qu'on le faisait à distance et qu'il y avait de l'ajustement mutuel ou à vue, là, fait un peu plus, on bouge un peu plus la personne. À distance, tu peux essayer, quoi. Quand en fait, on a 27, un peu moins de 30 millions de travailleurs en France qui découvrent tout à coup le télétravail. Au début, on a peut-être une image d'Épinal du télétravail, à part trois start-upers et 2 ingénieurs SSI. On a plutôt une vision du télétravail avec le canapé, le labrador à ses pieds et en train d'envoyer divers mails. Bastide, on t'a eu. On voit qu'on va du télétravail. Non, mais tu as vu comme du coup il s'excuse. Comme s'il fallait avoir une conception très judéo-chrétienne du travail. Je me lève tôt, je fais beaucoup de transport, je me couche tard, je n'ai pas vu mes enfants, je passe à côté de leur vie, mais j'ai ramené le sanglier à la maison pour manger. Enfin, bon, c'est aussi, ça va venir. C'est aussi une vision très particulière du travail qu'on ramasse un peu dans le visage. Moi, la question que je me pose, c'est il y a eu plusieurs phases en fait. Au début, tout le monde a découvert le télétravail. S'y est mis, si j'ose dire, contraint et forcé, parce qu'on n'a pas trop eu le choix. Puis ensuite est venue une autre période où, quand il a fallu s'y remettre, là, des salariés ont commencé à dire non, mais moi, on ne me met pas tout ça en télétravail, j'ai besoin de venir, etc., etc. Et là, il y a eu quand même un différent type de... Ouais. Il y a eu 2 types de problèmes, enfin, si on veut simplifier, mais il y a eu tous les gens qui sont partis en vacances, qui ont cru que c'était les vacances. Et il faut bien voir que, je crois que dans toutes les études qui ont eu, il y en a une de Malakoff-Ménéric qui est sortie, qui a montré que les Français, par rapport à tous les autres pays d'Europe, c'est les premiers à être revenus le plus vite au bureau après à la fin. Il y en a plein qui sont restés en télétravail partout, aux États-Unis, en Allemagne, etc. La France, je crois qu'on est revenu à 5-10% des gens qui sont restés en télétravail. Pourquoi ? Est-ce que c'est une particularité de notre pays ? Je ne sais pas le dire aujourd'hui, mais il y a cette partie-là. Et puis après, il y a tous les écarts qu'il y a eu entre les gens qui sont partis en télétravail et les gens qui sont restés dans l'entreprise. Comment on les gère ? Ça c'est une autre problématique plus globale qui s'inscrit à mon avis dans la durée. C'est comment on va gérer ça demain. Des populations de gens qu'on va pouvoir envoyer en télétravail et qui reviendront prendre un café avec les gars à la pause pour dire je fais ma pause, je reviens boire le café dans l'entreprise mais je repars chez moi télétravailler. J'exagère mais c'est un peu ça. Et les gens qui sont restés en poste parce qu'ils ne peuvent pas quitter une machine, ils ne peuvent pas quitter un endroit particulier. Ces populations-là, par nature, quand je dis que ça change la nature du travail, par nature vont être aussi différenciés. Il faut comment on les manage ces gens-là, comment on maintient une cohésion dans des petites équipes, alors qu'il y en a qui partent naturellement entre guillemets en télétravail, plus ou moins contraints, forcés avec des bonnes conditions chez eux, avec voilà. On peut dire que c'est les cols blancs en télétravail et les cols bleus en présentiel. Ouais, je sais pas. C'est un petit peu ça, oui. Un petit peu ça. Si on veut aux ingés donc tranquille à la maison et bien on continue avocat du diable et on continue et la femme à devoir s'occuper de l'éducation des enfants en plus de l'ordinateur sur la table pendant qu'elle fait la cuisine et qu'elle répond aux mails. Bien sûr, c'est des choses qui ont été posées, c'est des choses qui ont été dites et qui ont. Pour moi, il y a un risque aussi d'accentuation dans ces écarts-là dans ce qu'on est encore en termes de société, entre la femme et l'homme qui va continuer à dire je continue à faire les mêmes tâches, à avoir la même charge mentale et continuer à bosser et en plus en télétravail, double peine quoi. Ouais. Voilà. Et ça c'est pas c'est sous-jacent tout ça, mais il y a bien sûr ces éléments-là. Ouais. Mais bon, effectivement, il ne faut quand même pas oublier qu'on a besoin de ce lien social. Donc ça veut dire que moi, il y a une trentaine d'années, j'étais directeur commercial d'une société, j'avais une trentaine de commerciaux à l'époque. Bon, j'en avais pas loin des 3/4 qui étaient en télétravail, puisqu'en fait, ils étaient basés dans tout un tas de régions, dans tout un tas de villes de France. Et donc, mais ils travaillaient de chez eux. Et ils allaient visiter les clients et ils faisaient des rapports qu'ils envoyaient par fax à l'époque, puisqu'il n'y avait pas Internet.
Mais à l'époque, ils étaient malheureux. Ils avaient réellement envie de venir, au minimum, voire 1 à 2 fois par mois, pour pouvoir parler avec leurs collègues qui étaient, eux, en présentiel dans l'entreprise. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est ce lien social aussi qu'il y a entre les gens qui travaillent dans une entreprise. Il ne faut pas faire trop de différence, parce que les gens qui restent à la maison, c'est compliqué. Enfin, je ne sais pas si certains se rendent compte de ce que c'est rester tous les jours à la maison, travailler de la maison, voir son chien, comme tu disais tout à l'heure, voir ses enfants, voir toujours la même chose, sans pouvoir parler avec d'autres personnes de choses différentes de ce qu'on vit réellement quand on travaille. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ça. Il ne faut pas aller trop loin dans ce que j'appelle le télétravail. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre des outils à disposition. Ils existent, ils commencent à arriver. Je vais prendre un exemple. Un technicien vient te changer ton pare-brise à ton domicile. Ça arrive maintenant, c'est assez courant. Bien, il fait tout, il prend les photos, il envoie tout le dossier et tout est informatisé. C'est parti, il fait du télétravail, tout qu'on fait, puisqu'il vient chez toi directement et il envoie tous les documents à l'assistante qui peut être en télétravail de chez elle, etc. etc. Donc je crois il y a des outils qui sont en train de se développer, mais n'oublions pas le lien social que chaque individu a besoin. Et ça, je pense qu'on est en train de l'oublier. Justement, comment on reprend, Jean-François, le cours là? Comment, à un moment donné ou à un autre, on va revenir travailler dans une situation normale? Je n'ai pas dit revenir en présentiel, parce que peut-être que d'ailleurs la situation normale, dorénavant, sera irrémédiablement. Et encore dire irrémédiable, c'est comme si c'était un regret, comme si c'était une perte. J'ai envie de dire, les choses vont changer. On a tous eu dans nos entourages, y compris des chefs d'entreprise qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus continuer ce type d'activité, que finalement ça ne leur plaisait pas, ou des collaborateurs qui ont profité de ce moment-là, parce qu'on est quand même, qu'on le veuille ou non, tous entraînés. Alors certains appelleront ça la société de consommation, ou même, on pourra même y glisser des bribes de mondialisation, de ce que l'on veut dedans, mais on est entraîné on est comme dans une machine à laver, en permanence en tournée, et puis quand ça s'arrête, c'est là où les choses peut-être se reposent, et là où on est amené à se poser des bonnes questions, donc sur son activité, sur son engagement professionnel, etc. Comment justement on reprend l'activité à la fin de cette période dite de crise, qu'elle soit dans 6 mois, dans un an? Le ministre de la Santé hier disait qu'à la fin de l'été, 70 millions, enfin il voulait dire toute la population, sera vaccinée. Si on est en droit de penser que ça éteint définitivement la pandémie, en considérant qu'un pays au milieu d'un autre seul puisse être traité, ce qui est un autre sujet, ça veut dire que, est-ce qu'en septembre, en octobre, imaginons, j'ai pas dit l'année, les choses reprennent comme si rien, eh bien, on repart comme si rien, comme ça, on fait pas une analyse introspective du fonctionnement de l'entreprise, du rapport avec les salariés, et justement, Francis, ça pourrait t'écouter aussi là-dessus, sur comment justement la formation, dans les programmes et dans les orientations stratégiques de l'OPCO-EP, comment vous envisagez justement de répondre à ces problématiques-là, ou comment vous faites? Jeff, d'abord, dans un premier temps, est-ce qu'on reprend comme si rien? Avant de répondre à ça, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Je vais dire peut-être une connerie ou une évidence. Pour moi, c'est une évidence, mais nous sommes des êtres incarnés. Et quand on parle avec des gens qui font de la com, ils disent tous il y a 70% des éléments de communication qui passent par le non-verbal. D'accord ? Donc, ne croire qu'on peut de façon absolue passer tout en télétravail, pour moi, c'est une aberration et une bêtise. Voilà. Donc, jusqu'où ne pas aller trop loin là-dedans. En gros, c'est ça que je veux dire. C'est de passer tout en télétravail, ne pas revenir, ça me paraît impossible par le fait qu'on a besoin d'interaction, on est des êtres incarnés, sans faire de la longue philosophie. Mais voilà. Rien que ça, déjà, il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas négliger, avant de dire on va reprendre comme avant, c'est tout le rapport au droit. Et au contrat de travail. C'est-à-dire que quand on a défini le travail un peu de façon informe, parce qu'il est informe, quand je dis le prescrit, l'attendu, etc., on a une espèce d'amibe là qui est un peu informe, et par-dessus ça, on essaie d'y caler, on essaie depuis toujours, un contrat, un cadre, qui va encadrer plus ou moins ce travail-là, plus ou moins bien défini, puisque je viens de le dire. Et il y a des choses dans le contrat qu'on ne fait pas, on est en défaut,
risque juridique. Hein. Et il y a tout le truc qu'on fait, on fait autour pour aider le collègue, pour un truc qui n'a pas bien été écrit. C'est une utopie totale de dire que le contrat de travail règle exactement la partie du travail. Donc il y aura toujours cet écart-là à traiter. Donc quand on a dit ça là-dessus, le télétravail étant encore naissant, on va dire, ou se développant pas, il y a plein de tous ces aspects-là n'ont pas pu être définis. Si en plus on rajoute ce que tu disais, qu'avant on était dans le quantitatif, on faisait, comme on dit, un petit signe de tête, ok, ça va, ça me va. À distance, tu ne peux pas faire un petit signe de tête, ça me va, ce boulot-là. Il existe une main. Oui, on peut faire une... Coucou, c'est bon, je suis d'accord. Non, une main de Zoom, là. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Donc, il y a tout ça qui fait. Et puis, on n'est pas égaux. Quand je parlais d'incarnation, on n'est pas égaux devant le télétravail. Il y en a qui ont été super heureux, qui ont eu une productivité qui a augmenté, tout ça. Ils ont gagné aussi en qualité de vie. Ils ont travaillé dans les horaires qu'ils ont voulu. On ne leur a pas contraint. Il y a des gens qui ont été bien et qui ont gagné en temps de transport aussi, hein, énorme, il faut le dire. Et puis il y en a d'autres qui ont été laminés, hein, qui repartent avec des burn-out, qui reviennent à l'entreprise minée, qui ont eu l'impression en plus de ne pas faire du bon travail, qui s'en veulent, etc. Donc il y a tous ces traitements-là. Alors quand tu dis comment on revient au télétravail, mais c'est de la magie de penser qu'on va repartir comme ça. Si on n'a pas pris en compte tout ça, ne serait-ce que dans sa considération de l'autre, hein, en tant que manager ou en tant que dirigeant. Alors dans une PME, c'est plus facile. Hein, on les connaît, les gens, on sait le nom de leurs enfants et tout. Bon, et bien sûr, il y a une autre proximité, pour moi, qui est forte et qui ne se retrouve pas dans des grands comptes dans lesquels on travaille. Et c'est les mêmes problèmes à différentes échelles. Il ne faut pas comprendre, faut pas croire, par analogie, on a les mêmes problèmes. Donc de croire qu'on va reprendre comme ça en septembre, de quelle année, je ne sais pas, mais normalement, j'y crois pas, moi. Surtout si, en plus, on a laissé les gens en pensant qu'il va faire le boulot et juste à lui taper sur la main en disant « Ah, t'as perdu 30% de productivité. Mais tu m'as accompagné, tu m'as aidé. À quel moment tu m'as dit que c'était bien et tout ça ?» Voilà. Et puis, il y a un aspect qu'on néglige totalement, c'est que si ça doit durer, comme tu le suggérais tout à l'heure, et que ce mode de fonctionnement de télétravail va perdurer, et peut-être tant mieux pour certaines parties du travail, il y a tous les... On en parlait avant de commencer l'émission, mais tous les jeunes. Hein, déjà, on parle de l'intergénérationnel, etc. Ça a toujours existé, c'est les mêmes problèmes qu'on rebat, mais c'est l'œuf et la poule, quoi. Mais il y a toujours eu ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent dans l'entreprise avec une vision différente du travail. Tu parlais de rapport au travail, pour rester dans le sujet. Ils ont une vision et un rapport au travail qui est différent. Alors, je ne vais pas le définir ici, ce n'est pas l'objet, mais... et en plus, pendant un an, là, ceux qui arrivent sur le marché du travail, qui vont être embauchés dans nos boîtes demain, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc de ne pas l'anticiper en tant que patron, hein, de PME, puisque c'est nous qui allons embaucher le plus de gens, quoi qu'on dise, patron de PME, est-ce qu'ils vont avoir envie de créer des boîtes, de s'impliquer dans une activité qui demain peut s'arrêter? On leur a dit du jour au lendemain et on les a laissés tomber. Et on n'en parle pas comme il faut, voilà, avec tous ces problèmes-là, de ces gens-là, qui ont un rapport au virtuel différent du nôtre, et on leur a mis dans la réalité pure, là. Hein. Tu t'arrêtes de travailler, tu n'as plus de petits boulots, t'as plus... Ouais, tout ça, c'est... à anticiper. Est-ce que, donc pour répondre à ta question, c'est comment on reprend moi je dis, intéressez-vous à l'autre, intéressons-nous à l'autre et à la personne avec qui on bosse le plus pour anticiper tout ce qui va se passer demain et pour les impliquer mieux. Si on ne connaît pas mieux l'autre, voilà, je ne vais pas faire encore de rapport humain de base, mais c'est bien ça, on revient à ça. Francis ? Mais moi, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, Jean-François. Aujourd'hui, on a quand même un gros souci. On l'avait déjà avant, cet esprit d'entreprendre. Hein, on s'est battu pour ça, ces PME particulièrement. On essaye d'inciter les jeunes en disant montez votre entreprise, créez votre entreprise, etc., etc. Avec ce qui vient de se passer, il faut vraiment qu'on fasse des efforts particuliers pour justement relancer cet esprit d'entreprendre auprès des jeunes et des moins jeunes, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui on va avoir un gros déficit, parce que bien sûr qu'il va y avoir d'autres difficultés, mais on va avoir un gros déficit dans les mois et les années qui viennent sur la création d'entreprises. C'est ce qui me fait le plus peur. Donc je crois qu'effectivement, c'est pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, enfin à l'instant, il faut trouver des solutions pour repartir sur des bonnes bases, Et pour revenir sur le télétravail est indispensable. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de télétravail. Je dis simplement qu'il faut le doser. Il faut essayer de voir au sein des entreprises
quels sont les réels besoins. S'il y a des outils qui existent pour pouvoir faire du télétravail, on le voit par exemple en comptabilité. On sait très bien que la comptabilité est en train d'évoluer considérablement. Je vais prendre qu'un seul exemple. Aujourd'hui, on ressaisit les factures fournisseurs systématiquement en comptabilité. Dans les 2 ans qui viennent, on n'aura plus besoin, puisque systématiquement, on intégrera directement la facture fournisseur par un code-barre, directement dans le logiciel de la comptabilité par le biais de l'informatique. Donc, vous voyez, il y a des outils qui existent. Donc, tous ces outils vont être mis à disposition et ça va nous permettre effectivement de pouvoir améliorer notre productivité et surtout pouvoir avoir des gens qui travaillent à distance et qui travailleront d'ailleurs pas forcément que pour une société, qui pourront travailler comme on l'a fait en comptabilité depuis des années, pour plusieurs sociétés sur certains sujets. Je pense particulièrement à l'assistanat, je pense à la comptabilité, je pense à la gestion, etc. Donc oui, je pense qu'il faut profiter aussi, malheureusement, de cette pandémie pour relancer un certain nombre d'idées sur l'esprit d'entreprendre, comment faire de même pour avoir plus de chefs d'entreprise, parce que j'ai peur qu'il nous en manquera. Bon, si je reviens maintenant sur la formation, je pense qu'il faut se dire une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup d'argent mis dans la formation professionnelle. Faut pas le négliger, c'est vrai. L'OPCO EP Occitanie, qui a remplacé les AGFOS, entre autres, c'est plus de 5 millions d'euros de budget pour l'Occitanie. C'est quand même pas une paille, hein. C'est quand même une somme relativement importante. Cette OPCO, si vous voulez, gère 54 branches professionnelles. D'accord ? On est l'OPCO de l'apprentissage et de l'alternance, ce que j'appelle moi les 2A. Il faut vraiment qu'on utilise notre OPCO comme un outil indispensable pour nos TPE, PME, PMI dans leur évolution. Si demain on n'est pas en capacité de leur apporter les formations qui sont en droit d'attendre pour leur développement, on aura tout perdu. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on sera jugé au sein du paritarisme, pour le coup, sur notre résultat, sur ce que j'appelle les 2A, l'apprentissage et l'alternance, qui représentent, je vous le dis aujourd'hui, plus de 80% de l'activité de l'OPCO EP Occitanie. 80%, c'est pas une paille. Ouais, mais ces 80% que ça représente, c'est du fait de l'embellie extraordinaire de 2020. Alors, non, je parle. Oui, alors, pour répondre à ça. Il y a eu des aides extraordinaires qui ont été apportées. Ça a pu créer un engouement qui, d'ailleurs, ne doit pas nous voiler la face. Exactement, mais exactement. Donc, merci de me poser cette question-là, parce que l'engouement de 2020, il y a eu à peu près 30 à 40% de dossiers en plus, soit en apprentissage, soit en alternance, particulièrement d'ailleurs en alternance. Donc, c'est un effet d'aubaine, bien sûr, parce qu'on dit, oui, vous voyez, ça marche. L'apprentissage et l'alternance, ça marche. Faux, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'aides de la part de l'État par rapport aux entreprises, mais aussi, il faut savoir que des jeunes qui se sont retrouvés en fin d'études dès le mois d'avril-mai, ou mois de juin, si vous voulez, si tu veux, sont retrouvés dans une position, ils n'avaient pas de possibilité de trouver d'emploi, on était en pandémie, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On leur a dit, écoutez, tiens, on vous prend un apprentissage, on vous prend en alternance, et trouvez une entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'en Occitanie, nous avons 1500 apprentis ou alternants qui n'ont pas d'entreprise. Il faut le savoir quand même. Et donc, ça veut dire que l'effet a été un effet d'aubaine, mais attention au retour de bâton. Et le retour de bâton va vraiment se voir, pas en 2021, parce qu'on est encore dans le système. Cela étant, tu dis pas en 2021, mais normalement, ce système de soutien, c'était pour 6 mois que se passe. Oui, et donc ça sera jusqu'au mois de février. Jusqu'au mois de février, ils pourront trouver une entreprise. Mais après, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a pas forcément d'informations à ce sujet. On a beaucoup de difficultés. Ouais, dans 10 jours, février. Oui, c'est dans très peu de temps. Ce que je veux dire, simplement, c'est que, vous voyez, encore une fois, on a fait tout un tas de choses par rapport à un sujet qui, à mon avis, n'a pas été traité dans le fond. Je dis bien dans le fond, pourquoi ? Parce que si on veut demain faire fonctionner notre apprentissage et notre alternance, il faut réfléchir beaucoup plus profondément au malaise que nous avons sur la mise en place de l'apprentissage et de l'alternance. Je m'explique. Aujourd'hui, ça ne fait pas recette d'avoir des apprentis. Vous savez, quand vous avez des enfants dans votre propre famille et que votre fils ou votre fille vous dit « je veux être apprenti », c'est compliqué, quoi. Ça, c'est évident que ce n'est pas forcément quelque chose qui va faire plaisir à la famille de dire « ah ben mon fils, il va être apprenti boulanger ou apprenti coiffeur ». Donc, il faut démocratiser l'apprentissage beaucoup plus. Il faut qu'on incite les jeunes à aller vers ces métiers qui, d'ailleurs, sont des métiers d'avenir. Je vais vous dire pourquoi c'est des métiers d'avenir. Parce que c'est les métiers qui vont bientôt être le mieux payé. Parce qu'on n'en trouve pas. Regardez les bouchers, on n'en trouve pas. Aujourd'hui, un boucher est embauché à 1500 € par mois.
alors qu'un ingénieur, dans les 10 ans qui viennent, sera embauché à même pas 2 000 euros par mois. J'exagère volontairement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse une démocratisation de l'apprentissage et de l'alternance. Donc c'est pour cela qu'effectivement, on travaille fortement avec les branches professionnelles, qui d'ailleurs ne sont pas forcément toujours à l'écoute pour une simple et bonne raison. Je viens de découvrir que les branches professionnelles n'étaient pas régionales, elles sont nationales. Et qu'aujourd'hui, quand on veut discuter avec les branches professionnelles, on ne peut pas discuter régionalement, puisqu'il n'y a pas de représentants en région. Tout se passe au niveau national. Donc tout ça, il faut le moderniser, il faut l'adapter, il faut qu'on soit demain en capacité de pouvoir aider les gens à mieux former leurs salariés dans leurs entreprises. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a quand même des paradoxes liés à l'alternance politique qui sont difficilement supportables dans le milieu de la formation. On ne va pas refaire le match France Compétences et la captation des fonds de l'entreprise, c'est quand même ça. Et au sein d'une structure qui, qu'on le veuille ou non, même si les employeurs et les salariés se mettaient tous d'accord, ils n'auraient à eux seuls pas la majorité. Exactement. Donc ça veut dire qu'on n'a ni plus ni moins que capter les fonds aux entreprises et en considérant que l'État, comme d'autres, saurait mieux que quiconque comment les réattribuer. Ensuite, je peux m'empêcher de remarquer une autre chose, c'est que alors qu'on a eu la volonté de détruire les branches et les filières par certains recoupements d'OPCO, désormais on considère que les relances doivent se faire par des secteurs. Et dans les systèmes de transition collective, on considère que c'est un secteur qui va pouvoir en alimenter un autre ou inversement. Donc ça veut dire que quand même cette notion de filière, cette notion de branche, elle a du sens. Donc ça c'est quand même un sujet. Et un autre sujet, c'est justement dans le rapport aux besoins des entreprises. C'est-à-dire comment on arrive d'une part à capter les besoins des entreprises, surtout quand ces dernières ne sont pas en capacité de les formuler, formaliser, c'est l'un ou l'autre. Premier élément. Et deuxième élément, donc du coup, comment on aménage d'un point de vue économique son territoire. On parle d'aménagement du territoire, par analogie, d'un point de vue économique, comment on arrive à avoir des ressources, le terme m'indispose, mais planifiées par rapport à une attente d'un territoire. Alors, tu voulais réagir peut-être, Jean-François? Oui, enfin, l'État a repris la main, comme tu dis, sur des fonds, effectivement, mais enfin, c'est une taxe ou un impôt. Il a le droit de dire, à un moment donné, il l'a délégué à des OPCA, il a repris la main pour le donner à France Compétences. L'État a fait... Dans l'émission, le diable, c'est moi, hein, c'est pas toi. Oui, non, mais je ne veux pas faire le diable, c'est pas ça. Ça ne serait pas gênant, en fait, que les fonds soient recaptés par une entité ou par une autre. Si on était sûr, comme tu l'as dit, si on revient à la source de ça, c'est quoi les compétences que ces fonds-là doivent financer au final? C'est ça qui est intéressant. C'est comment le système, que les tuyaux soient rechangés, bon, à partir du moment où ils sont bien rebranchés, etc. Mais si on ne capte pas le besoin, qu'on ne connaît pas le besoin, qui est, comme tu l'as redit, difficile à définir, on a commencé par ça. Donc c'est difficile de définir le besoin qu'on a si on ne définit pas bien le travail, c'est toujours pareil, on revient à cette source-là. Et donc comment après ça remonte et à quelle entité qui est capable d'agglomérer tous ces besoins et de dire, ces fonds-là, en priorité, je vais les affecter à ces compétences-là. Et là, je ne suis même pas encore... c'est un peu disruptif ce que je vais dire, attention. Mais, je ne parle pas de métier, en fait. Or, le système, les pistes d'atterrissage, les systèmes physiques sont des métiers. Or, aujourd'hui, tout est autour de la compétence. Il y a France, compétence. Il y a opérateur de compétences. Le plan de formation, c'est fini. C'est plan de développement des compétences. Donc si on n'a pas compris qu'on travaille sur les compétences, ça fait hurler les syndicats parce qu'il y a un risque de déclassement ou de payer moins cher des gens, tout ça. Bon, ça c'est un autre sujet de discussion avec eux et je pense que là-dessus ils ont raison de faire attention à ça. L'utilisation de ces fonds ne sera valable que si on a confiance dans le système qui redistribue au bon moment et de la bonne façon les fonds pour former des gens sur des compétences dont on a besoin, dont on sait qu'on veut les garder ici sur un territoire, on pourra y revenir après, mais parce que l'entreprise en a besoin ponctuellement. Encore faut-il qu'elle-même puisse faire remonter à une entité comme l'OPCO, j'ai besoin de ça, mais que l'OPCO de son côté, lui, parce qu'il a la force-là et la puissance de dire, j'ai récupéré ces besoins-là, je pense que ces compétences-là sont stratégiques ou sont en tension, etc. Quand on voit comment c'est fait aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un métier en tension, vous
prenez la liste en 1970, c'est la même aujourd'hui, hein, Pareil. ou à peu près. Donc est-ce qu'il y a un vrai travail longitudinal de chercheurs pour dire c'est quoi un métier en tension aujourd'hui? Sauf on peut tomber juste en disant le numérique. Ah ouais, ça va être en tension. C'est le CREFOP notamment qui est susceptible de lister les... C'est sa compétence. Ah, je dis pas comme ça, c'est pas bien. Non, mais si, mais il a raison. C'est le CREFOP qui est censé... Qui fixe les métiers en tension. Oui. Sur quelle base il s'appuie? Alors je ne suis pas le spécialiste de ça. Si je m'engage, je vais dire une bêtise, donc je vais faire attention à ce que je dis. C'est la Directe et pilote, je crois, de ça. C'est la Directe et la région. La Directe et la région qui remontent à travers des outils, notamment de Pôle emploi, le MIMO, je crois que ça s'appelle, qui remontent des besoins qui sont exprimés. Simplement, ils sont partiels. Si on veut être rigoureux, on devrait faire remonter quelque chose de complet, etc. Sauf que les chefs d'entreprise, ils ne vont pas dire, d'abord, des fois par raison de stratégie ou de compétitivité, j'ai besoin de cette compétence-là, ou j'ai besoin de pourtant, on s'appuie sur cette liste pour prendre des décisions politiques et d'orientation. Si je peux me pareil pour l'alternance. Hein. Oui, exactement. Le problème, il est très simple. Oui, le CREFOP est un organe quand même relativement important, où je rappelle simplement que les partenaires sociaux sont minoritaires quand même au sein du CREFOP, puisque c'est la Directe plus la région qui gère le CREFOP. Effectivement, c'est une analyse qui est faite, je pense qu'elle est faite d'ailleurs assez régulièrement sur les compétences. Moi, je voudrais revenir sur le problème des compétences. Compétences métiers. Aujourd'hui, on a besoin de garder, tu l'as dit tout à l'heure au début de cette réunion, tu nous as dit, effectivement, il faut garder les compétences sur le territoire. C'est le plus important. Aujourd'hui, garder les compétences, garder les métiers dont nous avons besoin sur notre territoire. Je prends un seul exemple. Les métiers, par exemple, dans l'aéronautique, avec ce qui est en train de se passer, si on ne fait rien pour pouvoir les maintenir, mais dans les 10 ans qui viennent, on n'aura plus de compétences territoriales sur l'aéronautique. Tout sera parti, on ne sait pas trop où. Donc je pense qu'il faut que nous, aujourd'hui, en tant qu'OPCO, nous aidions les entreprises à maintenir les métiers et les compétences sur le territoire. À maintenir, c'est-à-dire trouver des solutions pour aider les entreprises à former leur personnel sur les compétences particulièrement et les métiers dont ils ont besoin. Ils ont besoin de se développer par rapport à ça. Et je crois qu'effectivement, les compétences, pour nous, ça fait partie de notre plan d'action régional 2021. Comment peut-on faire pour être à l'écoute des entreprises, des TPE, PME, des moins de 50 salariés, parce que je vous rappelle simplement qu'on est sur les entreprises en cible de moins de 50 salariés, je rappelle sur les 54 branches professionnelles, et sur ces entreprises-là, on doit être à mesure de pouvoir leur proposer les meilleures formations, les meilleurs outils pour leur développement futur. Bien sûr pour ce qui se passe actuellement, mais aussi dans le futur. Et puis derrière, je pense qu'il faut travailler, tu viens de le dire aussi, avec les branches professionnelles. Les branches professionnelles ont des préoccupations qui peuvent être différentes. Quand on travaille par exemple avec l'UIMM sur l'aéronautique aujourd'hui qui est en difficulté, c'est sûr que tu prenais l'exemple des transitions collectives, puisque le gouvernement a décidé et a affecté déjà de l'argent, puisque Transition Pro Occitanie a reçu 7 millions d'euros pour pouvoir faire 100 millions au national, je crois, le projet. 100 millions au total, 5 millions répartis bien sûr sur les régions. Nous, en Occitanie, ça fait 7 millions d'euros. 7 millions d'euros sur les transitions collectives pour justement favoriser des dossiers d'une entreprise à une autre. D'une entreprise à une autre. Enfin, pour former des gens, etc. Jusqu'à 24 mois, je crois, de mémoire. Jusqu'à 24 mois, oui, ce qui est possible. Mais voilà, donc nous allons financer des bénéficiaires par rapport à ces sujets-là. Mais il va falloir les trouver, ces bénéficiaires. Donc il va falloir trouver des solutions pour que tout le monde se parle, qu'on puisse dire, voilà, chaque OPCO a sa différence, etc. Donc, je pense qu'on a des outils aujourd'hui. Mais ces outils sont relativement importants. Encore faut-il les faire bien fonctionner. Et donc, que toutes les entreprises... On a un gros problème quand même. Toutes les entreprises sont au courant de ce qui se passe. On a un problème de communication au niveau de la formation professionnelle. Bon, ceux qui sont un petit peu là-dedans, moi, depuis quelques années, j'y suis. Bon, je suppose que toi aussi, Samuel, Jean-François, pareil. Mais il y a combien de gens qui ne sont pas au courant des possibilités qu'ils peuvent avoir. Donc je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la démocratisation de la formation professionnelle, pour que les entreprises soient au courant
les possibilités qu'ils ont et des financements qu'ils peuvent avoir. Tu as conscience, Francis, que depuis 71, je crois que c'était la première loi relative à la formation professionnelle. En 71 déjà, pas déjà, mais on n'avait même pas dépassé le premier problème, puisque les premières lois prévoyaient qu'il fallait qu'il y ait une parfaite séparation entre la période de travail et la période de formation. C'est ça. On voit le chemin qui a été fait depuis. Il y a la FEST maintenant. Et maintenant, il y a la FEST, l'action de formation en situation de travail, qui est un outil formidable qui doit être utilisé par environ 2 organismes de formation. On a la chance d'avoir déjà un des dirigeants d'une de ces 2 entreprises, l'autre on ne la connaît pas, elle doit être, je ne sais pas. Tu as raison. Donc, alors que ce sont des outils, parce qu'on est aussi resté sur des paradigmes où l'action de formation doit être descendante, et donc avec un sachant, dispensant son bon savoir et vouloir à quelques manants. C'est un peu l'inconscient collectif qui rentre. Et ce qui d'ailleurs me fait rebondir sur la dernière partie de l'émission que je voudrais aborder, qui est justement dans la notion de paradigme, le changement de paradigme du rapport au travail, c'est la marque TPE. Avec tout ce que l'on vient de dire là, comment la TPE arrive désormais à fédérer, à agglomérer autour de ses projets, autour d'elle, des nouveaux arrivants sur le marché du travail, donc source de fraîcheur et de disruption, pour reprendre des termes parfois peu communs, mais qui collent bien à la situation, et donc à la notion peut-être de capital immatériel, dont je sais qui est un sujet sur lequel tu travailles beaucoup, Jeff, et sur lequel tu pourrais nous entretenir, en faisant comme d'habitude, en t'excusant sans arrêt, de trop théorie, et en craignant d'avoir un champ lexical trop riche. Donc tu nous fais quelque chose, tu me parles à moi, quelque chose de facilement compréhensible. Je t'en prie. Non, d'ailleurs, c'est une initiative de l'OPCO-EP, de faire un projet innovant et de tenter sur notre territoire de faire prendre conscience à un dirigeant qu'il ne gère pas que de la finance, en fait, ou des éléments comptables à travers un comptable. Je n'ai rien contre les comptables, simplement, c'est une façon de voir par un certain angle les choses. On peut les regarder de plein d'autres façons. Et l'OPCO-EP a lancé justement un outil, on va dire, une démarche de faire rentrer dans les TPE-PME cette démarche de capital immatériel. Mais alors, c'est pas l'alpha et l'oméga, simplement, c'est juste quelque chose qui est assez récent. Mais tous les grands pays, toutes les grandes organisations mondiales, aujourd'hui, regardent la valeur des organisations à travers cette notion de capital immatériel, en disant que la finance n'est pas le seul élément pour regarder la richesse ou la valeur d'une entreprise. Je donne un exemple, on accompagne une entreprise qui gagne avec la Chine un marché. Pourquoi ? C'est juste, elles ont 2 sociétés comparables françaises qui essayent de gagner un marché avec la Chine. C'est dans l'aéronautique et ils ont à peu près à égalité financièrement. Et comment l'entreprise toulousaine gagne le marché ? C'est en disant, dans mon capital immatériel à moi, pas simplement l'aspect financier, j'ai un capital fournisseur qui est unique. Et j'ai un environnement dans lequel je m'inscris, des relations de 5-10 ans, qui me permet d'avoir une réactivité, un champ d'expérimentation ou de R&D ou des professionnels et des compétences autour de l'aéronautique qui me permettra de réagir et d'anticiper sur des marchés futurs avec la Chine. Cette entreprise gagne le marché. Parce qu'elle n'a pas montré juste j'ai un bilan meilleur que toi, etc. Mais elle a dit, dans mon capital immatériel, j'ai un capital fournisseur. C'est un travail de 10 ans, c'est un processus de conscientisation de ce dirigeant qui dit je vais avoir des fournisseurs fiables, compétents dans des choses que moi je n'ai pas. Travail sur le capital immatériel, est-ce que ce n'est pas finalement une suite concrète à cette quête de sens un peu, à cette volonté qu'ont nos collaborateurs, plus que jamais peut-être. Mais bien sûr, je parlais des jeunes, c'est notamment ça. Oui, ils mais font des choix, pas uniquement financiers. Ils vont dire c'est quoi le sens de ta boîte en fait. C'est vrai, mais tu dis à justice, que c'est le discours que tout le monde tient en disant les jeunes, mais ça laisserait dire quoi, que les anciens travaillaient sans trop se poser des questions-là. Ça veut dire que ça c'est la première partie, question avocat du diable, et puis la deuxième c'est est-ce que ça voudrait dire que justement les nouveaux entrants sur le marché du travail ne considèrent plus, contrairement à leurs anciens, et j'en suis pas sûr, que l'entreprise est au centre de tout et que donc ils ont des aspirations autres que celles que professionnelles. Parce qu'il y a aussi ces questions-là qui nous sont renvoyées, c'est-à-dire quand je vois des jeunes même de 18 ans, 20 ans qui ont travaillé beaucoup plus sur, ne serait-ce qu'un outil informatique, sur des applications américaines que sur des outils qui sont pourtant dans l'entreprise, les Word et l'Excel, je me dis quand tout ça va se rencontrer,
Que va-t-il se passer? Est-ce que les entreprises vont traiter leurs données avec Snapchat, enfin plus Facebook d'ailleurs, avec Snapchat ou avec je ne sais quel autre outil? Ou alors est-ce que ces derniers-là vont devoir travailler avec les outils, l'ancienne méthode? C'est-à-dire qu'il va y avoir il y a un décalage énorme entre les modalités d'appréhension des problématiques sur les nouvelles générations, celles de l'entreprise actuelle, aussi moderne soit-elle, ou aussi avant-gardiste soit-elle. Comment tout ça, ça va se rencontrer, justement? Cette quête de sens-là, elle a toujours été plus ou moins là, quand même. C'est pour toi. C'est la question la plus longue du monde que j'ai jamais posée. Non, mais je pense tu as raison. Cette question, il faut se la poser. Bon, je pense qu'on n'a pas forcément la réponse à l'instant T, parce que aujourd'hui, on est dans ce magma où chacun utilise... on a les anciens qui utilisent un petit peu encore Word, Excel. J'exagère un peu volontairement. Moi, je n'utilise plus. Mais enfin, bon, je reconnais que... Et puis, il y a les jeunes qui ont d'autres façons de travailler, etc., etc. Je pense qu'il ne faut pas affronter les deux. Je pense que nous, qui avons une grosse expérience un petit peu du passé, cette expérience nous amène à nous remettre en cause. Et je dois reconnaître que moi, le premier, j'utilise beaucoup de choses qui me sont préconisées par mes propres enfants, qui ont repris mes entreprises. Donc, ça veut dire que je suis plus à l'écoute et je me dis, oui, mais attends, putain, c'est pas mal ça. Donc, en fait, je crois que petit à petit, tout ça va se mettre en place. Et je suis intimement persuadé qu'on utilisera dans l'avenir les meilleurs outils qui existent. Je pense qu'il ne faut pas affronter des anciens outils avec des nouveaux outils. Je pense qu'il faut malaxer les deux et trouver le chemin le plus simple et le plus performant possible pour l'avenir. Donc, on le voit bien d'ailleurs dans le développement de la dématérialisation. Qui parlait il y a 15 ans? Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans qu'on aurait des imprimantes 3D? Qui aurait pu imaginer qu'on travaillerait aujourd'hui tous sur des clouds? Même le patron d'une TPE, aujourd'hui, se dit, j'ai plus besoin d'avoir un outil informatique dédié dans mon entreprise avec un serveur, etc., etc. Je travaille sur un cloud et je paye 200 € par mois pour aller sur le cloud. Qui l'aurait imaginé ça il y a 15 ans? Donc aujourd'hui, tu vois, petit à petit, ça c'est arrivé, c'est mis en place. Mais moi, je voudrais revenir sur quand même quelque chose qui m'intéresse, c'est le capital immatériel. Je trouve que ça, c'est franchement une super idée. Pourquoi c'est une super idée? Parce que ça valorise l'entreprise, ça valorise aussi ses salariés. Parce que dans le capital immatériel, il n'y a pas que le fait de dire j'ai des bons fournisseurs, j'ai des bons clients. Il y a aussi le fait de dire que j'ai des compétences internes. J'ai des personnes qui travaillent à l'intérieur de mon entreprise, qui sont formées, qui connaissent leur métier et qui sont hyper efficaces, qui ont des gains, des productivités net plus ultra, etc., tout en travaillant dans des bonnes conditions. Et je pense que ça a une valeur que les jeunes, d'ailleurs, voient différemment de nous. Nous, quand on vendait une entreprise il y a 15 ans ou 20 ans, on regardait le bilan, chiffre en bas, on regardait un certain nombre de choses, ce stock, etc. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Aujourd'hui, quand on vend une entreprise, c'est totalement différent. On regarde quelles sont les compétences internes. Moi, je viens d'en accompagner une à la vente, je ne vais pas la citer, mais c'est exactement ce qu'a regardé le repreneur. Et le repreneur n'a même pas discuté le prix parce qu'il a regardé quelles étaient les compétences internes. Et il a eu besoin qu'on lui dise, ces compétences, elles vont rester. Et on a même été jusqu'à un certain point que l'entreprise va rester là où elle est implantée, de façon à garder la totalité de son personnel. Donc voilà, on est dans ce monde-là, et l'idée de ce capital immatériel, et je te remercie d'en avoir parlé, c'est quelque chose d'important pour nos TPE, PME, PMI. Je pense que c'est quelque chose qui va leur permettre aussi de solidifier leur entreprise. Parce que savoir que son entreprise a une valeur, ça fait du bien pour le chef d'entreprise. Voilà. Juste pour dire, pour être d'accord avec ça, dans la Silicon Valley, là, sur les 10 dernières années, quand on regarde les chiffres, les 3/4 des ventes des entreprises, elles ne se sont pas faites sur le produit inventé par la boîte qui vient de se faire racheter. On est allé chercher des compétences des gars, des hommes et des femmes capables de créer de la valeur, créer des outils, être innovants, etc. On reste encore sur des choses qui sont liées à l'information, hein, on parle beaucoup de ça, mais le sujet était le rapport au travail, mais on est là dans la valorisation de la compétence et des gens qui possèdent ces compétences. Hein. Donc, pour revenir à ta question sur les TPE, PME, voilà, c'est ça.
mieux que n'importe quelle autre taille d'entreprise, une TPE-PME, elle connaît ses gens. Elle les regarde non pas que sur les compétences des choses qu'elles peuvent faire, mais aussi des valeurs humaines qu'elles ont. Ça veut dire que le passage de ce traitement du capital immatériel, par définition non inscrit au bilan, c'est ce qui a fait qu'on a pu par moment se dire que dans la Silicon Valley, en l'occurrence, il y avait une forme de bulle, puisqu'on achetait des entreprises qui avaient un très petit chiffre d'affaires. Sur leur potentiel. Et comme on ne le voyait pas financièrement, on considérait ça comme une bulle, considérant que justement, hors chiffre d'affaires, point de salut en réalité. Alors que donc... chiffre d'affaires, on s'en fout en fait. L'argent, on le trouve. L'argent, on le trouve. Et par contre, c'est les compétences qu'on a de plus en plus difficiles à trouver. On le voit, il y a plein de tous les métiers. Des emplois, on est en pénurie, etc. Donc c'est là où on retrouve le rôle un peu anticipateur d'une structure ou d'une superstructure qui doit anticiper les besoins futurs et quelles compétences on doit travailler là-dessus. Juste pour revenir au capital immatériel, il y a une des dimensions qui s'appelle le capital humain. Alors on y met là-dedans l'argent qu'on dépense pour détenir des compétences. Donc, qu'on a besoin pour faire le travail à faire. Hein. On ne revient pas sur le truc du début, mais bon, on va acheter des compétences, entre guillemets, par du salaire, par de la sous-traitance. On va externaliser d'autres, un comptable ou un prestataire, ou tout plein de choses comme ça. Et cette somme-là qui est dépensée pour détenir de la compétence, c'est un coût caché, en fait. Et quand on le fait apparaître réellement, on va y ajouter mais combien je dépense en plus pour former. Tous les coûts de formation. Entre quand j'envoie, moi, 8 personnes en formation, ce que j'ai l'habitude de dire, de faire chiffrer pour faire prendre conscience à un dirigeant combien lui coûte la formation. Quand il envoie 8 personnes, chaque heure qui passe, il envoie une journée de travail. D'accord ? Donc, à la fin de la journée, il a dépensé 64 heures de salaire, plus, derrière, ce qu'on arrive à chiffrer aujourd'hui avec ces histoires de capital matériel, tout le travail non fait par ces 8 personnes, où il a peut-être même dû embaucher de la sous-traitance pour faire ou de l'intérim, etc. Donc quand on regarde, plus tout le travail du recrutement, en espérant qu'il va bien être fait, hein, parce que si on se plante pour une TPE... on fera l'objet d'une autre émission. Ouais, si tu veux. Bon voilà, donc quand on rajoute tous ces coûts-là, on fait prendre conscience à un dirigeant qui a une entreprise industrielle, entre guillemets, ou à vocation industrielle, le coût de ce capital humain, il est plus important que la valeur de son stock. Or, ça n'apparaît pas, ça. Réellement. On peut le faire apparaître aujourd'hui pour parler à un banquier, pour parler à son comptable, pour lui dire je vais piloter consciemment, parce que j'en ai pris conscience, on ne pilote que ce qu'on mesure, ils disent les qualiticiens, mais c'est assez vrai, et de dire à un chef d'entreprise, tu vas piloter consciemment le développement de tes compétences, parce que c'est là ce que tu dépenses le plus en fait. Donc concentre-toi là où il y a de la valeur pour toi vraiment, et en plus tu auras une capacité à dire je forme mes salariés, on revient à toutes ces histoires de RSE peut-être et tout, mais dans le capital immatériel c'est dit comme ça, c'est quoi une entreprise apprenante, je valorise mes salariés, je les forme, j'investis, ce qu'on fait constamment dans les TPE-PME, dans les grosses boîtes aussi, mais j'investis dans les personnes qui sont autour de moi, je les fais monter en compétences. Pourquoi ? Parce que je vais y gagner. Alors ça ne se chiffre pas, c'est difficile à trouver un objectif, un chiffre objectivé, mais c'est tout ça qu'il y a derrière. Et quand pour recoller encore à ta question de tout à l'heure, c'est comment les jeunes... apprécie ça, en démontrant qu'on n'investit pas seulement sur un produit plus ou moins bon pour la nature, etc. C'est préalable. Ou des baby-foot, ou des baby-foot, ou voilà. Que ce soit passé de mode, ça, des trucs, ou des trucs de ping-pong, et tout ça. Bon, voilà. Non, mais c'est parfois dit pour faire croire que c'est super cool dans la boîte, on a des paniers de fruits et tout. Bon, Je trouve qu'il n'y a rien de plus. Mais si on insulte 2 minutes après le gars en disant tu sais quoi, ce travail de merde. Il n'y a rien de plus attentatoire à l'entreprise dans son ensemble. Que de donner l'impression, ce n'est qu'une impression, de cette coolitude, je ne sais pas quel terme on pourrait employer, avec des baby-foot et des nuts et des Twix, je veux dire des Raiders, ce coup de vieux, et des Twix offerts à volonté, quand derrière on emploie à dessein des stagiaires payés au lance-pierre en lieu et place de salariés. Et donc, mais ça attente beaucoup à nous, entrepreneurs. Je trouve même que c'est une forme de concurrence déloyale, non pas au sens économique du terme, j'en parle même pas tellement c'est évident, mais même au sens intellectuel du terme. Sauf que c'est pas vrai. C'est un arbre qui cache la forêt. L'immense majorité des boîtes font pas ça. L'immense majorité des boîtes font pas ça, mais les plus visibles ne le font pas forcément, mais en tout cas sont dans des secteurs d'activité qui pratiquent de manière abusive ce type de fonctionnement, et je trouve que c'est assez destructeur pour nous. Pour la conclusion, rapidement, Francis,
de mémoire, si tu veux nous faire une synthèse de tout ce qu'on a dit depuis le début, et avec une conclusion en 3 points, s'il te plaît, il y a un PowerPoint derrière toi pour toi. Comment, on y reviendra. On va se revoir. Pas besoin de me faire des petites demandes par SMS, Jeff, évidemment qu'on va se revoir. Hein. Non, tout ce Ah ouais, tu fais des demandes. On n'a pas dit en fait. Non, je pense qu'il faut qu'on doit techniquement conclure aujourd'hui, sinon on doit avoir des gens qui sont dans un coma profond derrière leur écran, saoulés certainement pas, mais peut-être tellement captivés que voilà. Comment on appréhende le truc là, cette période là, ça bouge dans tous les sens. Réfléchir en tant qu'entrepreneur pour ce fameux monde de demain dont personne ne sait s'il va revenir comme c'est rien. On se rappelle immédiatement à la fin du premier confinement les files d'attente derrière les McDo alors que tout le monde nous avait servi désormais on va consommer local, ça va être super. C'est ça. Vous allez être d'accord pour aller acheter vos carottes 6 fois plus chères à côté simplement parce qu'elles sont d'à côté. C'est la vie ensemble, la vie en communauté, la vie solidaire et qu'en fait on s'aperçoit en ouvrant un peu les yeux que les gens ils font 3 heures de queue pour un Big Mac. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage justement entre cette volonté de réorganiser les choses, de voir le monde un peu différemment, et le terme différemment il est déjà agressant tellement il a été employé. Comment on peut l'envisager? J'avoue, j'ai conscience de la question un peu massive. Donc, en 2 mots. En 2 mots, ouais. Non, si tu veux, bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile de répondre à ça. Toutefois, il n'y a qu'une chose que je voudrais dire, moi, c'est il faut qu'on soit solidaires entre nous. Je pense qu'il y a cette solidarité entre les chefs d'entreprise, elle doit être plus que jamais mise en avant. Et je voudrais dire quelque chose par rapport à la CPME. La CPME 31 ou Occitanie, on a toujours, depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis que tu es arrivé président, c'est pas pour... Non, depuis que tu es arrivé président, tu as réussi à faire ce qu'on appelle un réseau de chefs d'entreprise. Je pense qu'il faut le développer, ce réseau, y compris au niveau de la formation professionnelle. Je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. Et je dirais pas qu'uniquement les entreprises qui ont besoin de formation, mais aussi ceux qui forment. Je pense qu'il y a un gros décalage aujourd'hui avec les organes de formation. Les organes de formation, les entreprises qui font de la formation professionnelle, me semble-t-il, ne sont pas en totalité en adaptabilité par rapport aux nouveaux métiers qui sont en train d'arriver avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut qu'on ait une discussion tous ensemble, les filières professionnelles, les syndicats patronaux, un peu comme tu le fais au sein de la CPME 31. Il faut qu'on se réunisse et qu'on se parle et qu'on ait un espace de communication où on peut apporter un certain nombre de pierres à l'édifice. Si on ne fait pas ça, on le voit bien, on continue à former à des métiers qui n'ont pas d'avenir. Il faut le savoir. Je suis co-animateur de la commission paritaire Transition Pro, ex-FONGECIF. Quand je vois les dossiers qui arrivent, mais ça me rend malheureux. Parce que je me dis, mais on va former une personne pendant 1 an pour un métier, je ne vais pas le citer là. Dans les 3 ans qui viennent, elle sera au chômage. Et c'est même pas sûr qu'elle trouve un emploi. Donc je crois qu'il faut mettre autour de la table, si je peux me permettre, la totalité des acteurs. La totalité des acteurs, les besoins, les salariés, les organes de formation et bien sûr les branches professionnelles qui doivent être aussi à l'écoute. Et tout ça va nous permettre effectivement de dire voilà quels sont les métiers de demain. Je crois que c'est toi qui le disais à un moment donné, ou Jean-François, je ne sais plus, dans les 10 ans qui viennent, on aura X métiers qui n'existeront plus et on aura 30 ou 40% de nouveaux métiers dans notre économie. C'est ce qu'il dit. Moi, c'est pas, mais on le voit bien déjà. Il y en aura, en tout cas. On voit bien déjà que les métiers ont beaucoup évolué. Donc, je crois qu'il faut être dans cette adaptabilité et profiter justement de ces moments difficiles pour se reposer des questions. Et je n'ai pas l'impression qu'on se les pose. C'est bien ce qui m'inquiète le plus. Ouais, je vais essayer d'être bref. Pour moi, c'est un des sens de l'engagement que j'ai à la CPME. D'abord, j'ai un énorme respect pour les chefs d'entreprise. Et donc, si on peut les aider, voilà, on est là. Mais c'est aussi un outil pertinent comme un entonnoir de récupérer les voix
et les besoins. Hein. Il y a un outil là, institutionnel, comme un entonnoir, pour dire voilà tout ce qu'on peut récupérer en parlant à beaucoup d'acteurs et de faire une synthèse de tout ça pour dire, après tourner l'entonnoir et comme un porte-voix et dire nous on a besoin de ça. Tu rappelles à juste titre que c'est une partie de notre argent, hein, quand on reparlait de la formation, etc. Donc quand même on a le droit de donner un avis, notamment dans les commissions où on est même minoritaire, pour dire n'oubliez pas que c'est une partie de notre argent que vous utilisez et on a quand même le droit de savoir où est-ce qu'il va, comment il est utilisé, par qui, même si c'est vous qui en avez, qui êtes dépositaire et qui avez le droit d'utiliser. Donc on est à la fois un entonnoir pour moi et un porte-voix pour les patrons de TPE et PME qui vont, dire voilà, on a besoin de ça. Et dites-le nous comme porte-voix, après, votre voix, de façon plus globale, massive, parce qu'il y a aussi ça, avec plus ou moins de véhémence, de force ou d'intelligence, voilà, pour dire ça. C'est ma conclusion là-dessus, quoi que ce soit pour le travail, le rapport au travail, les formations, enfin tout. Voilà. C'était ma conclusion. Bien, merci Jeff. Merci de votre attention. C'est ainsi que cette première émission qu'on va se refaire. On va se faire, à mon avis, il y en a pour 8 tomes de plus. Donc, enfin, vu le temps qu'il prend à développer un concept. Et oui, c'est vrai. C'est bien une pièce sur 8 de plus, mais bon, on en reparle. Et j'aime bien surtout quand il s'excuse. C'est trop théorique, excusez-moi, alors qu'en fait, il n'en est rien, il le sait très bien. C'est pas vrai, c'est pas théorique. On reviendra à parler de justement tous ces changements. Là, on faisait juste une revue des principaux points qui nous ont été remontés par nos adhérents. On va en reparler très prochainement et cette émission, comme les autres, seront visibles sur les sites de la CPM Occitanie TV et également déployées dans les départements lorsqu'elles le souhaiteront. Merci et à très bientôt.